C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une ce soir. La mort d'un étudiant à la suite de violences à l'université de Dakar est due à une chute du 4e étage. Ce sont les conclusions du procureur qui contredit celles du collectif des étudiants qui affirme que le jeune homme a été brutalisé. Au Soudan, au moins 28 personnes ont été tuées dans des frappes sur un marché du Kordofan en plein conflit qui entre dans sa 3e année. Malgré l'insécurité des habitants, on continue d'affluer vers les marchés près de Khartoum à l'approche du Ramadan, entre peur et nécessité. Ramadan, justement, le monde musulman se prépare à entamer le mois sacré du jeûne. On vous emmène en fin de journal en Égypte, où familles et associations caritatives s'attaquent aux derniers préparatifs. Et on commence donc ce journal au Sénégal, à Dakar. La controverse enfle après la mort d'Abdoulaye Ba, l'étudiant décédé lors d'une intervention policière à l'université Cheikh Anta Diop. Le procureur affirme qu'il n'a pas été brutalisé, mais qu'il est mort après avoir sauté du 4e étage pour échapper à un incendie. De leur côté, les étudiants accusent les forces de l'ordre de l'avoir torturé. On écoute le procureur de la République de Dakar. Abdoulaye Ba est bel et bien l'étudiant qui a sauté du 4e étage du pavillon F et qui malheureusement a atterri sur l'asphalte, ce qui explique les dommages et autres dégâts constatés par le médecin légiste sur le corps de ce jeune étudiant. Rien ne permet d'établir ou d'affirmer qu'il a été battu. Au Kenya, le mouvement démocrate Orange est-il au bord de l'implosion? Le parti d'opposition fondé par Raila Odinga en 2006 semble être en sérieuse difficulté depuis la mort de son leader en octobre dernier. 2 factions rivales ont chacune tenu des réunions ce week-end et la bataille semble désormais bien engagée. Bastien Renouille est à Nairobi. Il y avait d'un côté ce grand rassemblement organisé à Mombasa par les leaders de l'ODM autour d'un homme, Oburu Odinga, le frère de Raila Odinga, qui avait créé le mouvement démocratique Orange. Et puis de l'autre côté, à proximité de Nairobi, c'est le sénateur de la capitale qui avait réuni une foule de plusieurs milliers de personnes, Edwin Sifuna, qui est également le secrétaire général de l'ODM et qui est soutenu par Winnie Odinga, la fille de Raila Odinga. Ce meeting s'est terminé dans le sang, la police a tiré des gaz lacrymogènes, a ouvert le feu à balles réelles, il y aurait eu un mort selon nos confrères du journal Daily Nation. Mais alors, pourquoi y a-t-il des tensions entre ces 2 factions de l'ODM? Eh bien, une question cristallise les tensions, à savoir, faut-il soutenir, oui ou non, William Ruto, le président du Kenya? Raila Odinga, peu avant sa mort, s'était rapproché du président. Alors, selon les leaders actuels du mouvement, il faut à tout prix le soutenir lors de sa tentative de réélection en 2027. C'est faux, affirme Edwin Sifuna. Pour lui, il faut que l'ODM présente son propre candidat pour continuer à exister. Et le parti doit rester un parti d'opposition, au moins sur un certain nombre de sujets. Alors, cette position ne plaît pas du tout aux autres cadres du parti qui ont décidé de l'exclure de ses fonctions la semaine dernière. Et puis, un tribunal de Nairobi a décidé que non, il devait conserver son rôle au sein du parti. La guerre est donc officiellement déclarée au sein de l'ODM. C'est un feuilleton qui, à n'en pas douter, va mener la course vers la présidence l'an prochain, en 2027. Des frappes sur un marché de la région du Kordofan au centre du Soudan ont fait au moins 28 morts et des dizaines de blessés alors que le conflit entre l'armée et le groupe paramilitaire RSF approche de son 3e anniversaire. Ce qui n'a pas empêché les habitants, vous allez le voir, de se presser dans un marché proche de Khartoum, la capitale, à l'approche du mois du Ramadan. Ludovic de Foucault. Marché d'Omdurman, ville jumelle de la capitale soudanaise Khartoum, située sur la rive opposée du Nil. À l'approche du Ramadan, les commerçants espèrent faire le plein malgré une situation sécuritaire toujours précaire. Nous sommes revenus au marché il y a environ 1 mois et demi. La situation n'est plus aussi grave qu'avant. Elle s'est améliorée, les gens ont repris le travail, le marché se redresse et nous nous sentons en sécurité. Mais certains commerçants ont perdu leurs marchandises et je suis l'un d'entre eux. Depuis avril 2023, l'armée soudanaise est en guerre contre les FSR, les forces de soutien rapide, une milice initialement intégrée aux forces de sécurité qui s'est retournée contre elle. Le conflit a fait au moins 40 000 morts et 12 millions de déplacés selon l'Organisation mondiale de la santé. D'après une organisation de défense des droits humains, des frappes de drones de l'armée régulière ont fait au moins 28 morts et des dizaines de blessés sur un marché de la région du Kordofan au centre du pays dimanche soir. Des responsables militaires ont nié l'attaque.
Les Nations Unies assurent être pleinement engagées pour exercer une pression efficace en faveur d'un cessez-le-feu immédiat au Soudan. Le secrétaire général était en Éthiopie ce week-end. Nous avons assisté au Soudan à un carnage totalement intolérable au XXIe siècle. Le carnage en question, détaillé dans ce rapport publié vendredi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est quand 6000 personnes ont été tuées en 3 jours, au moment où les forces de soutien rapide ont déclenché fin octobre une vague de violence inouïe pour s'emparer de la ville d'El Fasher, ancien bastion militaire, ce qui a donné lieu à des atrocités généralisées constituant des crimes de guerre et de possibles crimes contre l'humanité, selon l'ONU. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. En visite officielle à Alger, il tente de relancer le dialogue sécuritaire entre les deux pays, dont les relations sont en crise depuis l'été 2024. Aucun détail n'a filtré sur les échanges, mais avant son voyage à Alger, le ministre français avait dit prudemment venir discuter de toutes les questions de sécurité, notamment de la lutte antiterroriste. À mettre en place, à réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau qui a porté à la fois sur la coopération judiciaire, la coopération policière, la coopération en matière de renseignement pour densifier ces relations, reprendre des relations de sécurité normales. En RD Congo, de nombreux agents de l'État n'ont toujours pas reçu leur salaire. Un retard de paiement de presque 1 mois qui provoque une vive inquiétude dans le service public et qui ont poussé les autorités à réagir. Le gouvernement affirme qu'il ne s'agit pas d'un manque d'argent, mais d'un problème technique en cours de résolution. Les précisions, Aurélie Bazaraki-Bangoula. Enseignants en province, médecins ou encore personnels administratifs, certains agents des services publics congolais attendent toujours leur salaire du mois de janvier. Cela fait presque 1 mois de retard. Alors d'habitude, ils sont payés le 20 de chaque mois. Un retard que le gouvernement explique par de nouvelles mécanisations, c'est-à-dire l'intégration de nouveaux fonctionnaires dans le fichier, mais aussi par des dépenses liées aux opérations militaires dans l'est du pays. Alors parmi les fonctionnaires qui attendent d'être payés, il y a des médecins qui alertent sur des retards récurrents. Habituellement, en début de chaque trimestre, nous remarquons que le gouvernement paye avec un léger retard. C'est autour du 2, du 3 ou même du 5. Mais aujourd'hui, nous sommes allés au-delà du 10. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a certains médecins qui ne sont pas encore payés. On ne peut pas vivre la même situation des années et même des décennies. Je pense que le gouvernement a le devoir de pouvoir arranger ses comptabilités pour qu'à la fin de chaque mois, comme nous l'avons vécu il y a quelques années, qu'on paye l'agent de l'État, l'agent de santé, autour du 20, du 25 du mois, et à ce moment-là, il peut organiser aussi sa propre vie. Face à l'inquiétude des syndicats, le gouvernement qui a tenu une réunion extraordinaire s'est voulu rassurant. Les opérations de paye du mois de janvier seront clôturées dans les 72 heures. Alors après l'annonce d'un budget historique de 22 milliards de dollars pour l'année 2026, le FMI lance l'alerte. Il y a une explosion de la masse salariale en RDC ces dernières années et cela fragilise l'équilibre des finances publiques. Cette masse salariale représente plus de la moitié des dépenses courantes. Kinshasa est appelé à engager rapidement des réformes structurelles pour préserver une stabilité économique. Le pasteur américain Jesse Jackson est mort à l'âge de 84 ans. Il était à la fois une figure de la lutte pour les droits des Afro-Américains et un ancien candidat à la présidentielle. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage à ce fervent militant de la lutte contre l'apartheid. Jesse Jackson s'était rendu pour la première fois en Afrique du Sud en juillet 1979, peu après le décès de Steve Biko, une des figures de la lutte anti-apartheid. Jesse Jackson a également servi d'émissaire pour l'Afrique durant les années 1990 sous l'ère du président américain Bill Clinton. Depuis fin de la grève des contrôleurs aériens au Kenya, le principal aéroport de la capitale Nairobi, l'un des plus grands hubs d'Afrique de l'Est, a été fortement perturbé depuis lundi avec de longues heures d'attente pour les passagers. Un accord aurait finalement été trouvé avec le syndicat du personnel de l'aviation qui menaçait de paralyser totalement l'espace aérien kényan. Aucun détail n'a filtré sur le contenu de l'entente. Le mouvement avait été lancé pour dénoncer l'échec des négociations sur une convention collective au point mort depuis 2015.
Et enfin, grève également au Gabon qui, elle, s'enlise. Le système scolaire est paralysé par un mouvement inédit. Depuis le mois de décembre, les enseignants réclament notamment le déblocage des plans de carrière gelés depuis plus de 10 ans. Le 25 février prochain est censé être le jour de paye des fonctionnaires. Alors, à quoi devra-t-on s'attendre ? Théophane Zamenze Biogué, porte-parole de la présidence de la République du Gabon, répondait à Julien Franchouli sur le plateau de France 24. Les capacités budgétaires retenues pour l'année 2026 nous permettent au Gabon de régulariser 12 000 situations administratives. Ce nombre de 12 000 situations administratives a été arrêté avant même le déclenchement du mouvement dans le secteur éducatif, qui n'est pas le seul en besoin de régularisation. Il y a d'autres secteurs, comme par exemple celui de la santé. Oui. Et donc, ce chiffre a été annoncé. 4 000 dans les 12 000, 4 000 situations sont prévues pour le secteur de l'éducation qui, avant même le mouvement et pendant la période de la transition, avait déjà bénéficié de 1000 régularisations de situations administratives. Pour vous dire que le président de la République n'a pas attendu que se déclenche le mouvement. Et donc, les enseignants doivent s'attendre à la concrétisation de cet engagement du président de la République et du gouvernement de la République. Ils doivent s'attendre à voir aussi les effets soldes de ces régularisations se manifester et se traduire concrètement en gains financiers pour eux. Dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine. Je vous le disais en titre, le monde musulman se prépare à entamer le Ramadan, le mois sacré du jeûne. En Égypte, familles et associations caritatives s'attaquent aux derniers préparatifs. Récit de Laurent Bersécher. Ils s'affairent depuis des mois pour que tout soit prêt avant le Ramadan. Ces bénévoles préparent des colis de nourriture afin de les distribuer aux familles dans le besoin durant le mois béni. Et cette année, la fondation égyptienne Mesr al-Khair veut mettre les bouchées doubles. Nous espérons nourrir environ 7 millions de personnes pendant le Ramadan. Cela fait 5 ou 6 mois que nous nous préparons afin d'atteindre cet objectif. Pendant un mois, les musulmans du monde entier devront observer un jeûne quotidien du lever au coucher du soleil. Un temps de réflexion religieuse qui encourage également les œuvres caritatives, comme celle de cette fondation qui organise des distributions de nourriture depuis près de 20 ans. Chaque année, je vois que la Fondation prépare ses colis destinés aux familles démunies pour le Ramadan. Et j'ai toujours voulu participer. Dans les rues du Caire, de nombreux Égyptiens sillonnent également les souks et les marchés afin d'acheter décorations, lanternes et nourriture pour rompre le jeûne. Chaque famille doit fêter l'esprit du Ramadan au sein de son foyer. Mais cette année, les prix sont très élevés. Donc nous achetons moins de nourriture que d'habitude. Le mois béni débutera entre le 18 et le 19 février avec l'apparition du premier croissant de lune. Avant de se quitter, ces images du géant africain qui vient d'être inscrit dans le livre Guinness des records. Le Marocain Brahim Takioula est officiellement l'homme le plus grand d'Afrique et deuxième homme le plus grand au monde, avec une taille impressionnante, 2,46 m. Cet homme de 44 ans a su transformer sa stature hors norme en un atout majeur. Son physique lui a ouvert les portes de l'industrie du cinéma et du théâtre, notamment en France et en Belgique. Et puis des passionnés d'astronomie se sont réunis ce mardi à l'Observatoire astronomique sud-africain au Cap pour observer une éclipse solaire partielle, un phénomène rare où la Lune a frôlé le disque du Soleil. Vous voyez, depuis l'Afrique du Sud, seulement environ 5% du Soleil était occulté. Et c'est avec ces images que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur France 24.